Emma se tenait devant le directeur du camp de skateboard pour filles à Annecy, les mains moites et le cœur battant la chamade. « Je suis lesbienne », déclara-t-elle d'une voix qu'elle voulait assurer, fixant l'homme droit dans les yeux pour masquer son mensonge. Ce simple mot, prononcé pour décrocher la dernière place disponible grâce à la politique de diversité inclusive du camp, allait bouleverser son existence entière bien au-delà de ce qu'elle imaginait à cet instant précis dans la petite salle d'entretien aux murs couverts d'affiches de figures du skateboard français. À 17 ans, Emma Leclerc vivait à Paris dans un quartier populaire du 18e arrondissement. Passionnée de skateboard depuis l'enfance, elle passait ses après-midi sur les spots de la place de la République ou au but de Chaumont, perfectionnant ses tricks malgré les regards désapprobateurs de certains passants. Le camp d'été à Annecy représentait pour elle l'opportunité ultime, 3 semaines intensives avec des coachs professionnels, des rampes dernier cri au bord du lac, et une chance de se faire remarquer par des sponsors. Mais la sélection était féroce. Seules 20 filles étaient retenues chaque année. Et Emma avait reçu un refus initial. C'est en lisant les critères de la liste d'attente qu'elle avait découvert la mention discrète, priorité aux candidates issues de minorités, y compris LGBTQ+. Son mensonge était né d'un calcul désespéré. Ses parents, des catholiques pratiquants d'origine bretonne installés à Paris, n'auraient jamais accepté qu'elle parte dans un camp mixte ou trop loin sans justification solide. Le camp était exclusivement féminin, ce qui facilitait les arguments familiaux. Mais la vraie barrière était financière et concurrentielle. Emma avait falsifié une lettre de recommandation d'une association fictive et coché la case « lesbienne » dans le formulaire en ligne, espérant que cela suffirait. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, avait validé son dossier après cet entretien. « Bienvenue parmi nous, Emma. Ici, tout le monde est accepté tel qu'il est, » avait-il dit en souriant. Le trajet en train jusqu'à Annecy fut un tourbillon d'anxiété. Emma regardait défiler les paysages verdoyants de la Haute-Savoie tout en répétant mentalement son histoire. Elle avait découvert son orientation l'année précédente lors d'une soirée entre copines, sans détails trop précis pour éviter les questions. À l'arrivée au camp, niché près du lac avec vue sur les montagnes, l'atmosphère était électrique. Des filles de 15 à 19 ans déambulaient avec leurs planches, riant et partageant des stories Instagram. Emma fut assignée à une chambre partagée avec 3 autres, Lila, une Parisienne exubérante aux cheveux teints en bleu, ouvertement lesbienne, Sophie, une Lyonnaise timide passionnée de street skating, et Claire, une Marseillaise au sourire énigmatique qui semblait observer tout le monde avec attention. Les premiers jours furent un mélange d'excitation et de malaise. Les sessions de skating sur les rangs en bois au bord du lac étaient intenses. Emma excellait dans les ollies et les grains, attirant l'admiration des coachs. Mais le soir, autour des feux de camp, les discussions tournaient souvent autour des expériences amoureuses, des coming-out douloureux ou joyeux, des préjugés familiaux. Lila racontait sans filtre ses premiers baisers avec des filles au lycée, tandis que Sophie confiait ses doutes sur son attirance pour les femmes. Emma écoutait en silence, hochant la tête, feignant l'empathie tout en sentant la culpabilité lui nouer l'estomac. Elle participait aux ateliers de groupe sur l'inclusion dans le sport féminin, apprenant les statistiques sur les discriminations contre les athlètes LGBTQ+ en France. Un soir, lors d'une sortie nocturne au bord du lac, Lila la prit à part. « Tu sembles différente des autres, Emma. Comme si tu cachais quelque chose. » Emma paniqua intérieurement mais répondit avec un sourire forcé, « C'est juste le stress du skate. Rien de plus. » Pourtant, en observant Claire exécuter un perfect L-flip sous le clair de lune, Emma ressentit un étrange pincement au cœur qu'elle attribua à l'admiration sportive. Ses appels quotidiens à ses parents aggravaient son malaise. Sa mère insistait, « Tu t'amuses bien avec les autres filles ?
Pas de garçon. C'est mieux comme ça. Son père, plus sévère, rappelait les valeurs familiales traditionnelles. Emma raccrochait chaque fois avec un sentiment de trahison grandissant envers elle-même. Au fil de la première semaine, le mensonge pesait de plus en plus. Elle évitait les conversations intimes, se réfugiant dans le skating pur. Mais lors d'un atelier sur les défis psychologiques des athlètes minoritaires, une intervenante parla des faux coming out pour obtenir des avantages, citant des cas rares mais réels. Emma rougit violemment, craignant que quelqu'un ne devine. Le rythme du camp s'accélérait, compétitions internes, vidéos tournées pour les réseaux sociaux, liens se tissant entre les participantes. Emma commençait à se demander si ce mensonge n'était pas seulement un ticket d'entrée mais le début d'une fissure dans son identité. Les nuits étaient courtes, remplies de rêves confus où elle se voyait embrasser une silhouette féminine floue. Le prix de son choix commençait à se faire sentir, même si elle refusait encore de l'admettre. La deuxième semaine au camp marqua un tournant subtil mais décisif pour Emma. Les entraînements devenaient plus exigeants, avec des sessions de half-pipe où les chutes étaient fréquentes et les encouragements collectifs résonnaient contre les montagnes. Emma progressait rapidement, mais son esprit était ailleurs. Elle observait Claire avec une attention croissante. La Marseillaise avait un style fluide, presque dansant sur la planche, et son rire franc lors des pauses créait une aura magnétique. Un après-midi pluvieux, confiné dans le chalet commun, les filles organisèrent un jeu de questions-réponses. Lila lança « Premier baiser avec une fille ?» Les réponses fusèrent, certaines drôles, d'autres émouvantes. Quand vint le tour d'Emma, elle improvisa une histoire vague datant de l'année dernière à Paris, décrivant un moment dans un parc sans nommer personne. Les autres hochèrent la tête, mais Claire la fixa un instant de trop, comme si elle percevait le flottement dans sa voix. Cette nuit-là, Emma ne dormit presque pas. Allongée dans son lit superposé, elle repensait à sa vie parisienne, ses amitiés exclusivement avec des garçons skateurs du quartier, ses crushs adolescents sur des acteurs masculins, jamais sur des filles. Le mensonge lui semblait maintenant non seulement risqué mais absurde. Pourtant, elle continuait à jouer le rôle, participant aux discussions sur les difficultés d'être lesbienne en France, les regards dans le métro, les pressions familiales. Sophie, qui luttait elle-même avec son orientation, se confia à elle lors d'une promenade au bord du lac. Mes parents sont comme les tiens. Très traditionnels. Ils ne comprendraient jamais. Emma compatit sincèrement. Mais chaque mot de soutien renforçait son sentiment de fraude. Un incident majeur survint lors de la compétition mi-camp. Emma chuta lourdement sur une rampe, se foulant légèrement la cheville. Claire fut la première à l'aider, la soutenant jusqu'à l'infirmerie du camp. Pendant que l'infirmière bandait la cheville, Claire resta à ses côtés, racontant ses propres expériences de blessures et de résilience. Le skate nous apprend à tomber et à nous relever. Mais parfois c'est dans la tête que ça fait le plus mal, dit-elle doucement. Leur conversation dériva vers la famille. Claire révéla que ses parents avaient coupé les ponts après son coming out à 15 ans, la forçant à vivre chez une tante. Emma sentit les larmes monter mais les retint, murmurant seulement « ça doit être dur ». Intérieurement, elle se haïssait pour cette empathie feinte. Les appels familiaux devenaient un supplice hebdomadaire. Sa mère envoyait des photos de repas dominicaux, rappelant les messes et les valeurs chrétiennes. « Tu rencontres des filles bien là-bas ? Pas de mauvaise influence. » Emma mentait surtout, prétendant s'être fait des amies normales. Son père, ouvrier dans le bâtiment, insistait sur le retour rapide à la maison pour aider au magasin familial. La pression montait, si ses parents découvraient le mensonge. Non seulement sur l'orientation mais sur la raison du camp.
Les conséquences seraient catastrophiques. Vers la fin de la semaine, lors d'une soirée cinéma en plein air projetant des documentaires sur des skateurs femmes pionnières, Emma se retrouva assise à côté de Claire. Dans l'obscurité, leurs épaules se frôlèrent plusieurs fois. Emma sentit une chaleur inhabituelle envahir sa poitrine, qu'elle attribua au froid de la nuit alpine. Mais au fond d'elle, une question naissait, et si ce mensonge révélait quelque chose qu'elle ignorait? Les confrontations internes s'intensifiaient. Elle évita Lila qui posait trop de questions personnelles et se concentra sur le skating pour oublier. Pourtant, les doutes s'insinuaient comme une fissure dans une planche mal entretenue. Le camp, censé être un rêve, devenait un miroir déformant de son âme. Emma sentait que le prix de son ambition grandissait, entre amitié naissante et culpabilité écrasante. Les jours suivants, elle participa à un débat organisé sur les préjugés sociétaux en France contre les couples de même sexe, défendant maladroitement une position qu'elle n'avait jamais vraiment endossée. Les autres filles applaudirent, ignorant son tourment intérieur. Le rythme s'accélérait vers la fin du séjour, avec des plans pour un show final devant des invités locaux. Emma se promettait de tenir jusqu'au bout sans craquer. Mais la tension psychologique montait inexorablement. Le camp se termina dans un tourbillon d'émotions et de promesses d'amitié éternelle. Emma rentra à Paris avec sa cheville guérie, une médaille de participation et un album photo rempli de moments partagés. Sur le quai de la gare, Claire l'embrassa sur la joue en murmurant « On reste en contact ». Tu es spécial. Ce geste anodin hanta Emma pendant des semaines. De retour dans son quotidien parisien, elle reprit le lycée, aidant au magasin de ses parents le week-end, skatant dans les rues familières. Le mensonge semblait enterré, relégué à une parenthèse estivale. Elle évitait les réseaux sociaux du camp, ignorant les messages de Lila et Sophie pour ne pas raviver la culpabilité. Les années passèrent rapidement. À 19 ans, Emma intégra l'université Paris Diderot en études sportives, spécialité sports urbains. Elle skatait toujours avec passion, participant à des compétitions locales et gagnant quelques prix mineurs. Sa vie sentimentale restait inexistante, quelques flirts timides avec des garçons du campus. Rien de sérieux. Ses parents, fiers de ses résultats, parlaient déjà de mariage et de petits-enfants. Tu es belle, intelligente. Tu trouveras un bon garçon, répétait sa mère. Emma souriait sans conviction, sentant un vide grandir. À 21 ans, lors d'une soirée étudiante dans un bar du Marais, elle rencontra à nouveau Claire par hasard. La Marseillaise étudiait maintenant le design graphique à Paris et avait changé, cheveux plus courts, tatouage discret sur l'avant-bras, assurance accrue. Leur conversation reprit comme si le camp datait de la veille. Claire vivait ouvertement sa lesbianité, fréquentant des cercles LGBTQ+ parisiens. Et toi, Emma? Toujours dans le placard où tu as fait ton coming out, demanda-t-elle avec un sourire taquin. Emma bafouilla, prétendant que rien n'avait changé. Mais cette rencontre déclencha quelque chose. Elles se revirent régulièrement pour skater ensemble au hall ou discuter au Luxembourg. Emma se surprit à attendre ces moments avec impatience, son cœur s'emballant quand Claire la touchait par inadvertance. La prise de conscience fut progressive et dévastatrice. Lors d'un week-end à la mer en Normandie avec un groupe d'amis universitaires dont Claire, Emma ressentit pour la première fois une attirance physique et émotionnelle claire envers une femme. Elles marchèrent sur la plage au crépuscule, parlant de leurs rêves. Quand Claire posa sa tête sur son épaule, Emma ne recula pas. Cette nuit, dans la chambre partagée, Emma ne dormit pas, analysant chaque sensation. Le mensonge du camp n'était plus un souvenir lointain mais une prophétie autoréalisée.
Elle était lesbienne. La vérité la frappa comme une chute violente sur le béton, toutes ces années de déni. Les flirts masculins forcés. Les silences familiaux. Confrontée à cette réalité, Emma tenta de l'ignorer d'abord. Elle évita Claire pendant des semaines, se plongeant dans les examens. Mais la solitude amplifiait le conflit intérieur. Appeler ses parents devenait impossible sans mentir davantage. Sa mère organisait déjà des rencontres avec des fils de voisins. Le poids moral grandissait. Avait-elle volé une place au camp qui aurait dû revenir à une vraie candidate lesbienne? Les souvenirs des discussions inclusives la hantaient. Un soir, elle confia vaguement à une amie proche de la fac son attirance pour les femmes. La réaction fut mitigée, soutien mais avertissement sur la difficulté en société française. Les mois suivants furent marqués par une lutte interne intense. Emma squattait seule la nuit pour évacuer la tension, ses trics plus agressifs reflétant sa colère contre elle-même. Elle rechercha des forums en ligne sur les coming-out tardifs, lisant des témoignages similaires mais craignant les conséquences familiales. Claire, perspicace, la confronta un jour dans un café. « Tu changes, Emma. Qu'est-ce qui se passe ?» Emma nia encore. Mais la fissure s'élargissait. La pression sociétale à Paris, avec ses débats sur le mariage pour tous encore vifs dans les mémoires, ajoutait à l'angoisse. Ses choix passés pesaient lourd, le mensonge initial avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. Le rythme de sa vie s'accélérait vers un point de rupture imminent. La confrontation arriva brutalement lors d'un dîner familial dominical. Emma, après des mois de tourments, décida de tester les eaux en mentionnant vaguement des amis spéciales du camp. Sa mère se raidit immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux dire par spécial ?» Le père intervint, rappelant les enseignements de l'Église sur la famille traditionnelle. Emma se tut. Mais l'incident déclencha une spirale. Elle recommença à voir Claire plus souvent, leur rencontre se chargeant d'une tension romantique non dite. Un soir pluvieux dans l'appartement de Claire au 11e arrondissement. Après une session skate sous la pluie, elles s'embrassèrent pour la première fois. Ce baiser fut une révélation, doux, intense, confirmant tout ce qu'Emma avait nié. Pourtant, la joie fut de courte durée. Le lendemain, Lila, l'ancienne camarade du camp, contacta Emma via les réseaux sociaux après des années de silence. Elle avait vu des photos d'Emma et Claire ensemble et envoya un message accusateur. « Tu nous as menti au camp ? Je me souviens de tes hésitations. Tu as profité de la diversité pour entrer ?» Le message révéla le mensonge au grand jour dans le cercle restreint des anciennes campeuses. Sophie confirma indirectement en postant subtilement sur ses stories. La trahison virtuelle blessa profondément Emma, l'amitié fragile du camp volait en éclats. Claire, mise au courant, réagit avec colère. « Tu m'as utilisé comme couverture sans le savoir ?» Ou pire, leur relation naissante vacilla sous le poids de la révélation. Emma sacrifia beaucoup pour affronter la vérité. Elle perdit le soutien de plusieurs amies universitaires conservatrices qui apprirent indirectement via des rumeurs. Au magasin familial, une dispute éclata quand son père trouva des messages suspects sur son téléphone. « C'est contre nature. Nous t'avons élevé mieux que ça !» cria-t-il. Sa mère pleura, menaçant de la renier si elle persistait dans le péché. Emma choisit de déménager dans un petit studio partagé, sacrifiant le confort familial pour son authenticité. Le coût psychologique était immense, insomnie, anxiété, remise en question de tous ses choix passés. Le mensonge initial, motivé par l'ambition sportive, avait créé une chaîne de dommages collatéraux, amitié brisée, famille fracturée, relations amoureuses mises à l'épreuve. Dans les confrontations suivantes, Emma affronta Lila en visio. « J'ai menti par désespoir ? Mais aujourd'hui c'est vrai.
Lila refusa le pardon immédiat, accusant d'opportunisme. Avec Claire, les discussions nocturnes tournaient autour de la confiance. Comment savoir si ton amour n'est pas né du mensonge? Emma dut prouver par des actes son engagement, participant à des événements Pride malgré la peur des représailles familiales. La société française, avec ses avancées légales mais ses persistants préjugés ruraux et religieux, amplifiait le drame. Emma perdit un stage sportif potentiel après une fuite sur son orientation. Les sacrifices s'accumulaient, abandon temporaire du skateboard compétitif pour se recentrer. Thérapie pour gérer la culpabilité. Le réveil était douloureux mais libérateur. Elle comprit que chaque décision avait un prix, et que le mensonge originel, bien que contestable, avait catalysé sa vérité intérieure. La tension culminait vers une possible réconciliation ou rupture définitive. Le climax survint lors d'une confrontation familiale ultime dans l'appartement parental. Emma, accompagnée de Claire pour du soutien moral, révéla pleinement son orientation et le mensonge du camp. Les parents réagirent avec fureur et tristesse, le père menaça de couper les ponts financiers. La mère invoqua la honte vis-à-vis des voisins et de la paroisse. « Tu as trahi nos valeurs pour un hobby et maintenant ça ?» Des mots durs fusèrent. Des larmes coulèrent. Emma tint bon, expliquant le désespoir initial et la découverte progressive. Claire intervint calmement, partageant son propre parcours, humanisant la situation. La soirée se termina sans résolution, Emma partit en claquant la porte. Le cœur brisé mais résolu. Dans les semaines suivantes, des signes de fissure apparurent dans la famille. Une tante plus ouverte contacta Emma en secret pour offrir du soutien. Au travail, Emma avait trouvé un job de coach skate pour jeunes. Elle trouva une communauté inclusive qui l'aida à reconstruire. Avec Claire, la relation s'approfondit malgré les doutes initiaux, des voyages ensemble en Bretagne, des sessions skate partagées où l'amour se manifestait dans les regards et les gestes. Emma sacrifia son rêve de carrière pro pour prioriser sa santé mentale, acceptant un poste associatif promouvant le skate féminin et inclusif. Le prix ultime fut l'acceptation partielle, son père envoya un message laconique des mois plus tard. Sans excuse mais sans rejet total. L'éveil complet d'Emma fut une transformation, de la jeune menteuse ambitieuse à une femme assumée, consciente des nuances morales. Elle milita discrètement contre les quotas mal appliqués tout en défendant l'inclusion réelle. Les blessures du passé, trahison de Lila, fracture familiale, cicatrisaient lentement par la thérapie et les nouvelles amitiés authentiques. Le skateboard resta son ancre, symbole de résilience. Emma comprit que les choix controversés, même erronés au départ, pouvaient mener à une authenticité profonde si confrontés honnêtement. La société française, entre progrès et résistance, offrait un terrain fertile pour de tels parcours. Au bout de ce chemin semé d'embûches, Emma se tenait sur une rampe parisienne au coucher du soleil, Claire à ses côtés. Le mensonge était devenu vérité. Le prix payé en douleur et croissance. Mais la question demeure, mentir pour réaliser un rêve est-il justifiable si cela conduit finalement à l'authenticité de soi-même ?